Alors bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Amanda Castello, qui a écrit énormément de livres. Qu'est-ce qu'on peut dire de vous, Amanda Castello? Comment vous pouvez vous présenter? Bonjour. Ah, mais écoutez, c'est toujours très difficile de se présenter soi-même. Je suis juriste de formation. Ensuite, je me suis après formée en psychologie jungienne. J'ai fait beaucoup d'autres recherches dans des domaines parallèles, disons de la médecine holistique, en EFT, en hypnose spirituelle régressive, enfin toutes sortes de techniques qui pouvaient être utiles pour aider les personnes qui venaient chercher de l'aide auprès de moi. Disons la chose aussi importante, qui est la raison pour laquelle je m'intéresse de toutes ces questions sur la mort, le deuil, etc., et la recherche après la vie physique, après la fin de cette vie, c'est que j'ai travaillé pendant très nombreuses années en Amérique latine et que je suis donc une personne très engagée depuis très 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 longtemps et que donc bien sûr j'ai traversé tout ce qui était la douleur, la souffrance à l'époque des dictatures civiles et militaires en Amérique latine. Donc, j'étais une personne engagée, donc j'ai lutté pour tenter de sauver des personnes, pour dénoncer ce qui se passait, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau concret, international, c'est-à-dire dans les organisations, les ONG, auprès des organisations non gouvernementales, auprès des organisations internationales, auprès des églises, etc., pour dénoncer aussi bien la situation de violence des individus, des personnes, que la violence contre les peuples, c'est-à-dire même les sociétés indigènes, etc. Donc voilà, tout ce qui explique que, en fin de compte, je suis dans le bain de cette réalité de la souffrance et de la mort depuis de très nombreuses années. Et que tout ça m'a porté, bien sûr, à essayer de comprendre comment est-ce qu'on pouvait essayer de récupérer des personnes qui avaient souffert parfois des souffrances au-delà de l'indicible, aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine psychologique, dans le domaine mental, donc dans l'intimité profonde de la personne. Voilà. Et donc, ce qui m'a fait après, bien sûr, approfondir toutes les questions et puis fonder une association aussi, des associations aussi bien dans le domaine des droits humains qu'ensuite dans le domaine des soins palliatifs. Donc aujourd'hui, je suis très engagée dans le domaine des soins palliatifs, de l'accompagnement à la fin de la vie et de la recherche sur ce qui se passe après, en travaillant donc avec des collègues, des chercheurs, des médecins, des anthropologues, etc., qui s'intéressent sur ces questions. Voilà un petit résumé rapide. On peut dire que vous êtes juriste et spécialisé en droit international public et en sciences politiques, ainsi qu'une experte reconnue dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Mais justement, la première question. Alors là, on va parler de votre livre, hein. Il y en a beaucoup avant celui-là. Mais celui-là, c'est un gros livre, on pourrait dire un journal, mais un gros journal qui s'appelle Le Second Souffle, mon journal pour réapprendre à vivre avec le deuil. 52 semaines pour écrire, dessiner, réfléchir, comprendre et aller mieux aux éditions Guy Daniel. La première question que je vais vous poser, elle n'est pas dans votre livre, mais qu'est-ce que vous pensez sur les lois qui sont en train de passer sur l'euthanasie? C'est pas dans mon livre, hein, et c'est une question très délicate et très douloureuse. Je ne crois pas, vous savez, quand parfois on me demande, mais vous êtes pour ou vous êtes contre? Hein. Je dis, c'est pas des questions comme on peut poser à l'auto-école. Est-ce qu'il faut tourner à gauche? Est-ce qu'il faut tourner à droite? C'est pas des réponses qu'on peut comme ça répondre de cette façon. Donc, je crois qu'il y a un réel problème. Je crois que, bien sûr, la priorité, étant donné que je travaille en plus en soins palliatifs depuis de nombreuses années, que j'ai fait de la formation pour le personnel soignant, pour les médecins, les infirmiers, les psys, les bénévoles d'accompagnement, que je continue à faire ce genre de travail pour solliciter l'importance de l'accompagnement, l'importance de préserver la dignité de la personne jusqu'à la fin de la vie. Et je peux vous garantir, sur la base de mon expérience personnelle, euh, que les personnes, quand vous leur donnez ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire cet accompagnement que vous leur permettez, vous leur redonnez la dignité qui est la leur, c'est-à-dire que vous limitez, que vous considérez que la personne c'est une unité, que ce n'est pas seulement un corps qui souffre, mais que c'est un être physique, c'est un être psychologique, c'est un être relationnel, c'est un être sentimental, c'est un être spirituel. Et que c'est donc dans ce que la docteure Cicely Saunders appelait le total pain, la souffrance globale, eh bien, elle est ce que nous souffrons dans notre corps, notre esprit, notre cœur, notre âme. Voilà. Et donc, prendre les soins palliatifs prennent en considération toute cette dimension de l'être humain. Et c'est ça qu'il faut promouvoir. Ce n'est pas de balayer la vie avec voilà, un petit coup de loi
qui va permettre de donner une bonne conscience à certaines personnes, alors qu'en fin de compte, ce dont nous manquons, ce dont nous avons besoin, c'est d'unités de soins palliatifs, c'est de formation du personnel soignant, parce que bien sûr, ça ne fait pas partie du cursus habituel des médecins et des infirmiers. Les plus présentes sont quand même les infirmiers et les infirmières, qui sont beaucoup plus sensibles à ce sujet parce qu'elles sont constamment au contact des personnes. Je peux vous garantir que plus vous donnez cet accompagnement aux personnes, moins vous avez une demande de mourir. La personne n'est pas... Bon, bien sûr, il y a des souffrances qui sont intolérables, mais nous avons aujourd'hui quand même de nombreux moyens pour calmer ces souffrances. Donc, si vous me demandez qu'est-ce que j'en pense de de ce débat actuel, je suis très préoccupée, je suis très inquiète de ce qui risque de nous tomber sur la tête, en pensant qu'en plus, cette loi serait la pire qui existe au niveau international. Bien pire que celle de l'Oregon, bien pire que celle qui existe au Canada, en Belgique, en Suisse, partout où cette possibilité existe. Alors de dire c'est quand même mieux que d'aller payer un voyage en Suisse, c'est banal comme réponse. C'est des gens qui ne réfléchissent pas vraiment ce que cela veut dire, qui ne sont peut-être pas même au contact réel de la personne en souffrance. Bien sûr, c'est très fatigant d'accompagner quelqu'un qui est en fin de vie ou qui est en pleine souffrance. C'est épuisant même. Il faut vraiment comprendre que c'est un travail qui doit être fait ensemble, en équipe, et qu'il n'y a pas de solution miracle. Vous savez, parfois, je crois quand même que la vie, enfin l'expérience que nous vivons ici, dans notre parcours de vie, je crois que c'est quand même une expérience qui est absolument unique, incroyable, extraordinaire, et qu'il ne faut pas la banaliser. Et que la vie, de quelle qu'elle soit, quelle que soit la personne, elle a sa propre valeur. Ce qu'il faut, c'est l'accompagner, c'est faire en sorte que la personne ne souffre pas ou souffre le moins possible. Mais enfin bon, je ne vais pas m'étendre davantage, mais je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Mais enfin voilà. Moi, je suis d'accord avec vous. Ce que j'ai peur, c'est que finalement, on vide un peu les caisses de retraite, quoi, pour dire les choses crûment. Donc, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que, au même titre que pour la naissance, on ne se pose plus de questions sur l'enfant à naître, on ne va pas se poser de questions sur la personne à mourir. Voilà, on va passer sur le second souffle. Votre journal, enfin mon journal pour réapprendre à vivre avec le deuil, avec des super illustrations de Paola Franco Neri. Et vraiment, c'est magnifique. C'est un vrai conte de fées. Oui. Oui, oui, c'est une grande artiste. C'est une italienne, une graphiste et illustratrice italienne qui, bien sûr, au fur et à mesure du travail que nous avons fait ensemble, est devenue une amie. Et quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire et comment je voulais créer ce livre, je lui ai dit, j'ai besoin de toi et j'ai besoin que tu comprennes. On a choisi ensemble les chapitres que je voulais parce qu'on ne peut pas tout illustrer. Et je voulais qu'elle comprenne bien et elle a parfaitement compris. Et elle a fait ça avec beaucoup de délicatesse et ça aide énormément parce que ça renforce le message de l'écrit. Je vais essayer d'en passer un pour que vous voyez un peu. Est-ce que c'est bien cadré? Oui, on voit. Et ça s'adresse à qui exactement? Est-ce qu'il y a une différence entre Calmer sa peine, votre livre d'avant, et celui-ci, Le Second Souffle? Eh bien, si vous voulez calmer sa peine, c'est un manuel. C'est un livre théorique avec des exercices parce que je crois beaucoup à l'exercice. Donc, il est dans Calmer sa peine qui est sorti en 2023. Il est sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant du groupe Hachette. Et il vient de sortir en poche d'ailleurs, au mois de mars, au début du mois de mars, il est sorti en version poche. Donc, je dis toujours en plaisantant que quand on va chez quelqu'un, ben, au lieu de porter un bouquet de fleurs ou une boîte de chocolat, ben, c'est plus utile de porter même un poche en version poche, même si la personne ne le lira pas tout de suite, pour elle passer à quelqu'un, c'est toujours utile. Si vous voulez calmer sa peine, c'est un livre qui fait un parcours complet sur qu'est-ce que sont les problématiques du deuil. On n'invente rien. Les problématiques du deuil, même dans celui-ci, dans les 52 semaines, sont celles que plus ou moins chacun de nous traverse à un moment ou à un autre quand on a une perte importante dans sa vie. Euh, Calmer sa peine, c'est un livre théorique avec 30 protocoles, donc 30 exercices, donc qui, pareil, sont un soutien à l'expérience. Et je vais vous expliquer plutôt, je vais vous raconter une petite anecdote, pourquoi j'ai écrit ce journal de deuil. Parce qu'en fin de compte, oui, c'est plutôt un journal de deuil qu'un livre sur le deuil. Parce que un jour, vous savez, j'étais dans une conférence, et l'histoire est amusante. J'étais dans une conférence pour parler, bien sûr, comme toujours, de ce sujet-là, du deuil.
Et à la fin de la conférence, comme toujours, en général, il y a une table et puis il y a le libraire qui vend les livres et puis l'auteur est là pour signer, faire la dédicace aux personnes qui le demandent. Et donc j'étais là et arrive une dame d'un certain âge avec des cheveux blancs et qui me dit Bonjour, je voudrais votre livre. Et c'était Calmer sa peine. Et je lui dis bien sûr. Alors je lui dis à quel nom, donc je fais la dédicace. Et je lui demande, est-ce que vous voulez que je vous en parle un petit peu, que je vous explique comment il est conçu? Et c'est amusant, c'est qu'elle me dit, non, 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 c'est pas la peine, je veux ce livre, je n'ai besoin d'aucune explication. Bon, je dis, très bien, madame, Enfin, c'était juste quand même pour peut-être vous donner, si vous avez une question, je suis là pour ça. Et elle me dit, non, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi je veux pas de réponse. Bien, alors j'étais quand même un peu surprise parce que c'était presque un peu, elle était presque un peu agressive. Elle me dit, écoutez, voilà, j'ai perdu mon mari il y a, je ne sais plus, je me rappelle plus très bien combien de mois, c'était assez récent. Et bien sûr, c'est très douloureux. J'avais donc décidé de venir votre conférence quand j'ai vu qu'il y avait une conférence sur ce sujet. Et cette nuit, j'ai rêvé de mon mari. Bien. Ben, c'était un beau rêve. Elle me dit, écoutez, dans ce rêve, mon mari me disait, tu dois acheter ce livre. Et je ne savais pas de quel livre il s'agissait. Je n'avais aucune idée. Et donc, quand j'ai été à votre conférence, je m'étais déjà inscrite pour venir, et que j'ai entendu votre conférence, et que j'ai vu que vous aviez écrit un livre, j'ai compris que c'était ça le livre que je devais acheter. Alors ça m'avait bien sûr amusé, mais ça m'a fait plaisir. Et à côté d'elle, elle était avec une amie. Et elle dit à son amie, écoute, tu devrais aussi acheter le livre de la dame, ça te serait très utile. Et la dame lui dit, et c'est là le déclic. Et la dame lui répond, non, moi, je n'aime pas les livres, je ne suis pas capable de lire un livre sur un sujet comme ça aussi important. Alors je dis, c'est pas grave, madame, votre amie vous expliquera peut-être ce qu'il y a à l'intérieur, et ça pourra vous être utile de toute façon. Et quand ces deux dames sont parties, j'ai réfléchi. Et quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit, voilà, c'est la méthode qu'il faut modifier. Il y a des gens qui aiment lire et qui n'ont aucun problème à affronter 300 pages d'un bouquin pour à comprendre, pour approfondir une question. Et il y en a d'autres qui sont pas prêts pour ça. Et il faut donc changer le fusil d'épaule, hein. Il faut donc s'adapter à la personne, comme on fait avec un enfant. Donc il faut arriver à que ce soit quelque chose qui soit plus doux et qui soit plus immédiat. Et donc c'est comme ça que qu'est venue l'idée de faire un journal de deuil qui, bien sûr, traite les mêmes sujets qui sont toujours ceux qu'on doit affronter sur 52 semaines avec des illustrations, avec plus d'exercices, avec des choses très pratiques aussi de façon à ce que ce soit comme une prise en main. Et effectivement, c'est voilà, c'est ça le déclic qui m'a fait concevoir ce travail sous cette forme-là. Oui, alors c'est un journal un peu comme on faisait quand on était ado, un journal Mhm. intime. Moi, je conseille quand même d'avoir un livre à côté, enfin un cahier à côté. Et puis, il y a peut-être des endroits où on aurait plus à écrire, donc ça serait bien d'avoir un. Vous écrivez, peu de gens savent que des femmes et des hommes célèbres ont tenu un journal intime. Alors pourquoi pas vous qui traversez peut-être la dure épreuve du deuil? Ça peut être aussi une façon pour ceux qui n'ont jamais écrit sur un journal de commencer. Oui, absolument. Oui, parce qu'on ne sait pas, on pense toujours que c'est en général, un journal intime, c'est un journal des gamines quand on va là à l'adolescence, mais pas du tout. Il y a eu des grands personnages, je sais pas, Che Guevara qui a écrit bien sûr son journal, Einstein, et de très nombreuses femmes qui ont écrit. C'est-à-dire qu'on écrit aussi un journal de grossesse, un journal, voilà, il y a des quantités de raisons pour écrire en fin de compte ses pensées, ses émotions, ses réflexions, ses questionnements. Et je crois que c'est une façon que cela aide également. D'ailleurs, regardez, j'ai observé ça aussi dans les agendas pour les enfants à l'école. Très souvent, c'est pas seulement l'agenda pour avoir le jour et l'heure de la leçon de mathématiques de l'activité sportive, mais il y a aussi des questions, il y a des endroits où on propose aux enfants d'écrire leurs réflexions, leurs questionnements. Donc, je trouve que c'est voilà, une façon aussi de se poser, une façon aussi de prendre du temps pour soi, de s'autoriser à réfléchir et à se dire, parce que parfois quelqu'un m'a dit, mais enfin, bon, moi j'ai un blog, oui, mais un blog c'est public, alors qu'un journal intime, c'est quelque chose qui est réservé, qui est privé, qu'on ne fait pas voir, qu'on ne montre pas aux autres. A priori, donc on n'en parle pas. Voilà. Donc on peut être parfaitement libre. C'est ça qui est intéressant.
Et puis après, on peut le reprendre et c'est un parcours de croissance. C'est, en fin de compte, l'écriture thérapeutique, c'est une chose qui est comme le dessin thérapeutique, ça existe depuis de très nombreuses années et c'est utilisé de façon très positive par de nombreux thérapeutes. Je vais vous poser deux questions. D'abord, est-ce que si le deuil est ancien, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 5 ans, ça marche encore? Ça, c'est la première question. Et est-ce qu'on est obligé de faire les 52 semaines d'affilée parce que ça semble énorme? Alors, je commence par la dernière question que vous m'avez posée. Non, pas du tout. Je crois, bon, la première et la deuxième, je crois que c'est un peu logique de commencer par là, parce que bon, on rentre dans le processus, donc c'est normal. Je crois qu'il y a une méthodologie, donc c'est didactique. La première et la deuxième, ça me paraît logique. Après, pas du tout. Vous pouvez très bien aller dans la table des matières et dire que quelle est la problématique que vous avez en ce moment. Est-ce que c'est par exemple des problèmes financiers et vous ne savez pas comment vous sortir de problèmes administratifs? Il y a une semaine qui parle de ce sujet. Est-ce que c'est parce que vous avez eu un VSCD, c'est-à-dire un vécu subjectif de contact avec un défunt? C'est un truc bizarre qui vous est arrivé, tout d'un coup, il y a un papillon qui vole et on est au mois de janvier, ou vous avez une odeur de pipe dans votre chambre et il n'y a pas de pipe allumée. Bon, c'est ce qu'on appelle un vécu subjectif de contact avec un défunt et vous avez besoin de comprendre si c'est vous qui avez commencé à perdre la boule ou si c'est quelque chose de normal. Il y a une semaine qui parle des VSCD. C'est-à-dire que vous pouvez, en fonction de la table des matières qui est au début, voir quelle est la problématique qui est la vôtre en cet instant présent. Et donc, vous allez tranquillement, et puis après, vous le reprenez comme vous voulez. C'est vraiment, vous savez, quelqu'un m'a dit, avec ce livre, j'ai l'impression d'avoir un coach personnel. Bon, c'est-à-dire une espèce de quelqu'un à qui vous pouvez toujours poser une question et puis vous allez trouver peut-être une réponse ou une piste à poursuivre. Voilà. Donc ça, je crois que voilà, ça c'est pour répondre à la deuxième question qui est la plus facile. Est-ce que si le deuil est ancien, Ah c'est-à-dire oui, non, bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Écoutez, pour moi, il n'y a pas de limite d'âge, si vous voulez. Dans le sens que, d'abord, je fais très attention quand quelqu'un dit, ah mon Dieu, ça fait déjà 1 an ou ça fait déjà 2 ans, c'est certainement devenu chronique ou pathologique. Non. Parce que chaque deuil est unique, chaque personne est unique, chaque histoire personnelle est unique, et que donc il y a des choses peut-être à l'intérieur du processus du deuil qui se sont peut-être éclaircies, qui sont peut-être, je ne veux pas dire résolues, mais qui se sont éclaircies, qui font moins mal, qui sont maintenant plus claires, qui sont acceptables et acceptées. Et il y en a d'autres qui ne le sont peut-être pas encore. Donc je ne crois pas qu'il y ait une date de péremption pour affronter le travail du deuil. Donc, je crois que quel que soit, vous savez, il y a des personnes qui m'ont dit, oh, j'aurais voulu avoir votre livre il y a 5 ans quand il m'est arrivé tel événement. Mais je dis, mais c'est peut-être qu'il y a 5 ans, d'abord, je l'avais pas écrit, je l'avais pas encore, il n'était pas encore écrit, mais c'est peut-être que maintenant, ce livre que vous avez, il est là, il est pour vous. Donc, je crois que c'est ça. Il faut être, vous savez, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ça va toujours, c'est toujours le bon moment. alors, le philosophe Damien Guet, je ne sais pas comment on dit, qui a fait la préface de votre livre en ce qui concerne le fait que vous dites que souvent on a un coach personnel, elle dit qu'elle nous invite, que Amanda Castello, c'est-à-dire vous, invite à faire autrement que d'habitude sur le deuil. Et elle dit, elle nous dérange. Est-ce que vous pensez que quelque part, ce livre va nous déranger? Ben, disons que ça ne dérange pas tout le monde, mais il y a peut-être des personnes que ça dérange parce que c'est vrai que il y a des sujets qui peuvent parfois être euh, un peu surprenants, même pour le professeur Le Gouet, que maintenant je connais bien. Il avait déjà lu Calmer sa peine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'était connus la première fois. Et c'est certain qu'il y a par exemple, les contacts avec les défunts, c'est quelque chose qui, à lui, là, il m'a dit au début, vous parlez de contact avec les défunts comme si c'était presque une chose normale et naturelle. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'encore surprenant. Donc voilà des choses qui peuvent déranger. Les contacts avec l'au-delà, il y a beaucoup de personnes pour lesquelles cela peut être dérangeant. Euh, et ça, je le conçois. C'est pour ça que je ne veux convaincre personne. Je propose des quantités d'instruments, d'outils, mais la personne est libre de les prendre, de les accepter ou de dire non, pour moi, c'est pas encore le temps. Je suis pas prêt à ça. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là. Déranger, c'est secouer, vous voyez? C'est peut-être secouer. C'est de dire, essayons, ouvrons la fenêtre et regardons ce qu'il y a de l'autre côté. Ça n'engage rien.
Ça ne va pas bouleverser les convictions philosophiques ou religieuses de toute personne qui affronte peut-être hein, une réalité qui n'était pas celle qu'elle croyait jusqu'à présent. Alors, par exemple, dans la sixième semaine, c'est ma faute, j'aurais dû. Il y a un exercice à faire qui nous propose d'écrire librement ce que vous vous reprochez. Alors, il y a tout un tas de phrases en dessous dans lesquelles forcément on se reproche toujours quelque chose quand quelqu'un est mort. On n'a pas fait assez, on aurait pu faire mieux. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce qu'il y a toute une liste où on se reconnaît dedans. C'est pour donner un exemple un peu de ce que, Oui. ça peut nous déranger, peut-être pour les gens qui se seraient jamais posé la question, mais je pense que tout le monde s'est posé la question de savoir que quand la personne est partie, il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas fait. Ça, c'est clair. Et puis, vous savez, il y a le sens de la culpabilité qu'on veut aussi éviter. Alors là, quand je mets toutes ces phrases, c'est certain qu'à un moment, il y a une phrase qui résonne. On va pas, tout va pas résonner en nous, parce qu'on peut pas non plus s'accuser de tout. Mais il y a toujours un moment où d'abord, on essaye de comprendre et on comprend pas. Parce que, vous savez, je dis toujours que c'est l'enfant intérieur en nous qui se révolte, qui n'accepte pas. Parce que ça, c'est douloureux, parce que c'est pas juste, parce que c'est pas normal. Donc, c'est là où, bien sûr, il y a la culpabilité qui entre en jeu. Ce que j'aurais dû faire, ou bien ce que n'a pas fait l'autre personne. On cherche des responsabilités. Ça peut être les médecins qui n'ont pas été capables d'intervenir, les secours qui sont arrivés trop tard. Ça peut être la faute de la personne elle-même parce qu'elle fumait, parce qu'elle buvait, parce qu'elle allait trop vite en voiture, etc., etc. Ça peut être la faute de mon mari qui a donné les clés de la voiture au gamin alors qu'il n'aurait pas dû, etc. Donc, il y a toujours une recherche. Ça peut être la faute de Dieu aussi. Hein, la culpabilité, elle va jusque c'est de sa faute, il aurait dû, voilà. Bon. Donc, il faut essayer d'arriver à libérer tout ce qu'on a en nous et qui, en fin de compte, nous empêche de vivre et nous empêche de voir la réalité comme elle est. Donc, il faut aussi accepter que c'est cette fragilité de l'être humain quand tout va bien, on a tous un bel aspect, on est gentil, sympathique et on est de bons communicants. Puis quand tout d'un coup il y a un problème grave comme un deuil, la mort de quelqu'un qui est pour nous important, c'est à ce moment-là que tout s'effondre et qu'on perd tous nos moyens et qu'on essaye de se cacher en faisant semblant que tout va bien. Or, je crois qu'on ne peut... Vous savez, le deuil, c'est une blessure qui est très profonde. Et comme toute blessure, si la blessure n'est pas désinfectée, n'est pas bien nettoyée, elle va très mal cicatriser et elle fera toujours mal. Donc, il faut petit à petit accepter notre fragilité, accepter de voir quelles sont les choses que l'on n'a pas faites, effectivement, ou que l'on aurait pu faire, et puis d'autres choses qui ne dépendent pas de notre responsabilité parce que nous ne sommes pas des... Je dis toujours, on n'est pas Superman ou Wonder Woman. Il faut accepter aussi, voilà, c'est comme ça, c'est une espèce de fatalité. C'était, voilà, le karma, Inch'Allah. On peut trouver toutes les formules que l'on veut. Et puis, après, se poser des questions sur qu'est-ce que moi, je dois faire maintenant? Parce que moi, je suis là. Moi, je vis, moi, j'existe. Et donc, je dois réussir à traverser justement le processus du deuil. C'est long, c'est fatigant, ça demande du temps, ça demande de l'énergie et ça ne peut pas être affronté tout seul. Oui, donc ça, pour se reconstruire, il y a dans l'exercice où sont passés mes talents et si nous allions les chercher ensemble. Sur une feuille de papier ou sur votre journal, écrivez la liste de tous vos talents, de toutes vos capacités, de toutes vos habitudes. Mais ça, j'aime bien rechercher un peu ce qui peut nous en sortir, c'est ce qu'on a en nous et tous nos talents, puisque il semblerait que l'autre côté, quand on passe de l'autre côté, on nous dit qu'est-ce que tu as fait de tes talents? Comment as-tu aimé, Ouais. hein? Comment as-tu aimé? Les expérienceurs nous disent, tous ceux qui sont passés, qui sont revenus, nous disent, la première chose qu'on nous pose comme question, c'est comment as-tu aimé? Et là-haut, et dans les Écritures, il est marqué, qu'est-ce que tu as fait de tes talents? C'est-à-dire, c'est hyper important, on a tous des talents plus ou moins Oui. cachés, et c'est bien d'aller les chercher. Puis ce sont en général, justement, comme vous dites, ce sont des talents cachés, donc des talents que nous... en fin de compte, c'est un patrimoine dont nous n'avons pas connaissance. Et dans des épreuves comme le deuil, comme
comme cette souffrance qui est une souffrance extrême, qui remet tout en question, parce que c'est comme les pièces d'un puzzle qui explosent, quoi. Il y en a partout. C'est à ce moment-là qu'on découvre les fameux talents, c'est-à-dire les ressources que nous avons en nous et qui nous permettent disons, de créer un nouveau plan de vie, de nous poser les vraies questions et de revaloriser notre vie. Parce que très souvent, la vie, en fin de compte, la vie, les gens la passent comme, voilà, comme si c'était ben voilà, quelque chose à faire, banal, mais sans se rendre compte de l'importance du don que nous avons entre les mains. C'est parfois les gens me disent, mais vous n'êtes pas fatigué de parler tout le temps de mort et de mourir et de deuil? Mais je dis non, au contraire, ça me permet d'abord de passer sur tout ce qui est inutile, vraiment. C'est avec l'âge aussi, hein, parce que au début, j'étais pas comme ça. À 20 ans, j'étais pas comme ça. Mais aujourd'hui, disons que je fais glisser, voilà, hein, sur l'imperméable de mon indifférence, les choses qu'aujourd'hui je considère vraiment sans importance et auxquelles peut-être avant, bien sûr, comme tout le monde, je donnais beaucoup d'importance. Et je crois qu'on arrive à l'essentiel, quoi, à l'essence. On arrive donc à donner du vrai sens, le vrai sens. Je veux prendre soin de votre cœur avec vous. Je vais vous aider à le soigner. Il est urgent de parler avec notre cœur. Ça, c'est, il faut Le pas. dialogue avec le cœur. Oui, oui, oui. Je sais pas, ça m'est venu ainsi. Et c'est vrai que l'autre jour, il y avait une dame qui m'a dit, mais est-ce que je peux le lire? C'est une personne qui me faisait une interview et qui m'a dit, mais est-ce que je peux lire Je dis, oui, lisez-le, bien sûr. Et elle a commencé à le lire. Et c'est vrai qu'à lire ce dialogue entre la personne avec son propre cœur, ça peut paraître un petit peu bizarre. Et pourtant, c'est très émouvant. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense jamais. Mais en fin de compte, on ne pense jamais à communiquer avec nous-mêmes, avec nos propres organes. Quand on est mal ou qu'on a un problème, on va chercher la solution à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui. Je vous donne un exemple. Un exemple d'une personne qu'aujourd'hui est devenue une amie, c'était une patiente. Et cette jeune femme découvre un jour qu'elle a un cancer du sein et elle a dû subir l'ablation. Et donc, il fallait se préparer à cette ablation. Et je lui disais, mais vous allez d'abord parler avec vos seins. Elle me dit, enfin. On va parler avec mes seins, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je lui ai posé les questions. Je dis, mais à quoi sert-il? À quoi ont-ils servi jusque-là? Alors, on est reparti sur le moment où elle a eu ses enfants, l'allaitement, le rapport également avec son mari, tout le rapport des caresses, tout le rapport dans la sensualité que représente le sein, etc. Et je lui dis donc, ben voilà, donc il y a quand même toute une longue histoire. Je dis, on va commencer par parler, vous allez commencer à parler avec vos seins pour leur expliquer ce qui se passe, pour les remercier, pour exprimer la gratitude pour tout ce qu'ils vous ont donné. Eh bien, je ne veux pas dire que c'est grâce à ça que tout s'est passé au mieux possible, mais c'est vrai que le traumatisme, il a été beaucoup diminué grâce à ce travail qu'on avait fait et au fait que cette jeune femme a accepté. Elle était vraiment, c'était une jeune femme jeune, elle avait 38 ans, et elle a accepté de faire ce travail. Donc voilà, je pense que et parfois, elle me dit, quand elle a un problème ailleurs, elle me dit, mais quand j'ai, par exemple, j'ai mal à l'estomac, je m'en ai maintenant à parler à l'estomac, comme je parlais avec mon sein. Mais je crois que c'est aussi ça. On a, comme s'il y avait une espèce de séparation, un espèce de rideau qui sépare ce que nous sommes, et puis cette espèce de machine à l'intérieur de nous, dont en fin de compte, on ne sait pas grand-chose, et qui, quand elle a un petit problème, eh ben, on va chercher ailleurs une pilule, une pastille, un traitement alors qu'en fin de compte, tout est relié et qu'il faudrait peut-être voilà, reprendre un contact avec son intériorité. Oui, je pense que c'est un journal qui nous fait travailler sur nous-mêmes, un peu en développement personnel, et nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. À la 32e semaine, ma conscience est-elle enfermée, prisonnière de mon cerveau ou libre de s'évader? C'est-à-dire dans le cerveau aussi, on a beaucoup de choses à aller chercher. Oui, et puis alors là, voilà une question qui peut déranger certaines personnes, puisque c'est toute la question de savoir où est localisée la conscience. Est-ce que la conscience est à l'intérieur du cerveau? Et si la conscience est à l'intérieur du cerveau, ça veut dire qu'elle meurt au moment de la mort physique. Si la conscience
est indépendante du cerveau, ça veut dire qu'elle continue à exister en dehors du cerveau quand celui-ci n'existe plus. Donc là, c'est tout un gros travail de recherche. C'est ce que on vérifie dans le cadre du travail sur les EMI, les NDE, les Near Death Experience. C'est le film Témoin de Sonia Barkala, si vous l'avez vu, avec tous les témoins sur ce sont tous c'est les travaux de Mario Beauregard, de Sam Pernia, enfin de de ces chercheurs, de Jean-Jacques Charbonnier, qui travaillent pour comprendre et pour arriver, enfin, on arrive à la conclusion que la conscience, elle n'est pas enfermée à l'intérieur de notre boîte crânienne, à l'intérieur de notre cerveau, et que la preuve, c'est que durant les rêves ou durant les anesthésies ou durant l'hypnose ou durant des méditations très profondes, eh bien, votre conscience, elle part en voyage, elle est libre, et il y a des expériences qui peuvent se manifester. Donc ça, c'est aussi un des sujets qui peut, par exemple, déranger certains. Mais Mais dans la 38e semaine, je pris au hasard un deuil au féminin, deuil au masculin, quelle différence? oui, ça aussi c'est intéressant. C'est de se poser la question, est-ce que les femmes et les hommes réagissent de la même façon ou pas? Moi, je peux vous dire que par exemple, ayant géré de nombreux groupes de deuil, des groupes donc des groupes de parole où des gens qui sont endeuillés acceptent de venir se retrouver pour parler de leur expérience, de leurs doutes, de leurs questionnements, mais même des choses banales, que faire des habits du défunt, est-ce qu'on les jette, est-ce qu'on les offre, est-ce qu'on les donne, est-ce que j'ai le droit de le garder, etc., etc. Eh bien, je peux vous dire qu'à 99%, ce sont des femmes qui participent, les hommes non. Et l'homme vous dit, je me rappelle d'un monsieur qui avait perdu sa femme très récemment. Je lui avais proposé de venir. Il m'a dit, ah, c'est magnifique ce que vous faites, c'est superbe. Mais ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir. Voilà. Ça, c'est souvent un comportement masculin. Vous savez, c'est tout le conditionnement dans l'éducation entre le garçon et la fille. Le garçon, c'est pleure pas comme une fille. Tu es un homme, tu dois être fort, tu dois cacher tes émotions. Et donc, eh bien, alors que la femme est beaucoup plus libre à exprimer ce qu'elle ressent, en parler avec ses amis, à ne pas avoir honte de ce qu'elle éprouve et de comment elle le manifeste. Alors que l'homme, il est bloqué, guindé, fermé en lui-même avec cette espèce de fausse image qu'il doit représenter. Et c'est souvent très difficile pour un homme. Et il y a très souvent des mécanismes de compensation qu'on trouve chez l'homme, qu'on trouve beaucoup moins ou rarement chez la femme. La vitesse, l'alcool, le sexe, enfin voilà, toutes ces compensations. Le mécanisme de compensation, ça veut bien dire ça. Ça veut dire que vous avez tellement mal quelque chose, vous compensez avec quelque chose d'externe, d'extérieur. La vitesse, l'alcool, la fumée, voilà, le sexe ou autre chose. Et ça, alors que la femme, non, elle est plus libre d'accepter ses douleurs, ses problèmes, etc. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas des difficultés énormes, gigantesques, mais c'est plus, voilà, c'est plus facile. Et d'ailleurs, on voit aussi, d'ailleurs, au niveau de la propension, par exemple, de suicide. Il y a plus de suicides chez l'homme que chez la femme, comme conséquence de cette situation. Enfin, on ne peut pas, bien sûr, faire des statistiques, hein. Et il y a aussi plus d'hommes qui se remarient que de femmes, hein. Oui, oui, oui. Ça, c'est la compensation, la compensation. Alors, 39e semaine, j'ai peur de t'oublier, d'oublier ton visage, d'oublier ta voix. Ça, c'est vrai qu'on a l'impression que on se rappelle plus, quoi. Enfin, Mm. ouais. Mais c'est passager. Mais il faut le comprendre parce que ça crée une angoisse terrible. On cherche d'après des photos, on essaye sur les enregistrements, les films qu'on a fait en les vacances, parce qu'on essaye de se rapprocher. En fin de compte, nous sommes liés à nos sens, à nos cinq sens principaux. On ne va pas rentrer dans les autres, mais nous avons cinq sens principaux qui nous servent à communiquer. Donc nous sommes très dépendants de nos cinq sens. Et ce qui nous manque, c'est la voix, c'est le toucher, c'est l'odeur aussi, le parfum, et c'est tout ce contact. Et vous savez, c'est la petite, c'est le doudou, voilà, c'est le foulard, c'est l'objet transitionnel de Winnicott. C'est
c'est la vieille pipe, c'est le crucifix de la grand-mère qu'on tient à la main, c'est le ticket de concert, rappelez-vous, dans Ghost, quand le méchant lui dit, mais quand il faut vider tous ces trucs-là, qu'est-ce que tu vas pas garder ce ticket de concert? Et elle prend le ticket, elle dit, non, 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 ça c'est le concert où on a été ensemble, etc., etc. Parce que les objets sont chargés de souvenirs, sont chargés d'une vibration, tout est vibration, et ben, nous sommes attachés comme la couverture de Snoopy dans le dessin animé. Et donc, c'est important d'accepter, de comprendre que c'est ça qui nous manque. C'est le rapport par nos cinq sens. Oui, puis quelquefois, quand on retourne voir, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal Hein. parce qu'on se rend compte qu'on n'était pas si présent que ça à ce moment-là, et toujours qu'on aurait pu Oui, faire mieux. Voilà, donc on retourne à la case départ. ouais. Exactement, exactement. On est très compliqué en fait, hein. On est très compliqué et très fragile, très fragile. Le jugement des autres est un frein dans mon processus de deuil. Qu'est-ce que les autres viennent faire dans l'histoire? Vous avez déjà vu des autres qui se mêlent pas de votre vie? Mais c'est comme l'histoire, le titre du concert de la musique de Mozart. Così fan tutte, non? Donc vous devez être en accord avec Così fan tutte. Donc c'est-à-dire, si tout le monde fait comme ça, vous devez vous comporter de la même façon. Donc, ou vous devez bien sûr pleurer, 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 parce que si vous ne pleurez pas, c'est bizarre. Si vous ne vous habillez pas d'une certaine façon ou vous habillez d'une autre façon, c'est toujours bizarre. Si vous en parlez trop, c'est bizarre. Si vous n'en parlez pas, c'est encore plus bizarre. Donc, on vous demande, on vous observe, on vous regarde et on vous juge. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver à se détacher de l'opinion des autres et de se rendre compte que même dans la vie de tous les jours, moi je dis toujours que l'opinion des autres ne me fait ni plus haute ni plus basse d'un centimètre. Ce qui compte, c'est l'opinion que j'ai de moi quand je me regarde dans un miroir et je sais très bien ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, ce que j'ai fait de pas bien du tout. Donc, je crois qu'il faut essayer justement, de se déconnecter de ce jugement des autres et se dire, moi, je fais ce que je peux, comme je peux, en ce moment, avec les moyens que j'ai. Et que si les autres ne comprennent pas, eh bien, tant pis pour eux. Il faut arriver à se détacher de vouloir être ce que les autres s'attendent que vous soyez. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. Un chapitre qui fait mal, hein, c'est encore plus mal que les autres, survivre au suicide d'un proche. Est-ce qu'on aurait pu prévenir cet acte, etc. Donc, ça, c'est un chapitre. Un chapitre très difficile parce que même quelle que soit la façon, parce qu'il y a tellement de choses autour du suicide, je ne vais pas m'engager. Non, maintenant, il y a de très bons livres aussi, de très bonnes études, celle du docteur Christophe Forêt, par exemple, sur le suicide. Il y a des excellents travaux qui permettent d'essayer de comprendre, d'essayer de comprendre. Mais tout part dans un suicide. La façon dont la personne choisit, comment elle choisit de se suicider, les conditions, le jour, l'heure, l'endroit. Est-ce que la personne a laissé un message? Est-ce que, au contraire, elle n'en a pas laissé? Tout c'est comme une espèce de jeu de piste ou une enquête policière. Il faut arriver à reprendre tous ces éléments pour essayer de comprendre les raisons de l'autre quand il n'en a pas qui sont apparentes et se pardonner soi-même, pardonner l'autre, mais pardonner soi-même. Parce que c'est très difficile d'arriver et se dire j'aurais dû voir, j'aurais dû comprendre. Non, ça c'est illusoire. Ce qu'il faut, c'est ne jamais banaliser des comportements ou des attitudes ou des phrases ou des sujets d'intérêt qui sont manifestés de la part de la personne parce qu'on dit mais non, c'est pas vrai, mais non, il le fera jamais. Ou bien une tentative qui n'a pas abouti et de penser que puisqu'il a fait la tentative, il ne la refera pas. C'est faux. Ça dépend bien sûr des personnes. Et je crois qu'encore une fois, vous savez, je dis toujours que l'humilité, c'est la mère pour moi de toutes les qualités. Parce Mm. que l'humilité, ça veut dire avoir la conscience de ses limites. Si j'ai conscience de mes limites, d'un côté, je me protège et d'un autre côté, je protège l'autre. Donc, ça veut dire être humble, hein, mais véritablement humble, pas la fausse humilité qu'on nous a enseignée quand on était gamine, qui est de l'hypocrisie, mais la véritable humilité, c'est de se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas, et dont on ne peut pas s'accuser non plus.
et qu'il y a des choses qui nous dépassent. Mais ça reste une souffrance très profonde. Un chapitre sur l'enfant qui est un membre de la tribu à part entière. C'est vrai, qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Voilà. Alors, vous savez, je m'occupe depuis très longtemps. Il y a un livre d'ailleurs. Attendez, je l'ai peut-être là. Oui. Je l'ai dans la version italienne, mais c'est pareil. Voilà. Vous voyez, ça, c'est un livre qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie. C'est un livre pareil, avec de belles illustrations et des exercices, parce que j'ai toujours pensé que faire intervenir l'enfant, pas seulement de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Ce livre que j'ai écrit il y a longtemps et qui existe en français, en italien et en anglais, qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie, c'est pareil. C'est une petite fille qui s'appelle Paddy. Pourquoi elle s'appelle Paddy? Parce que c'est l'acronyme de tout ce qui n'est pas dit, tout ce qu'on ne sait pas dire, tout ce que l'on n'ose pas dire. Donc la petite fille, mon héroïne, s'appelle Paddy. Et par la nature et les animaux, on commence, elle affronte l'aventure de la vie, parce que dans toutes les aventures, il y a des moments très beaux, très joyeux, très enrichissants, et puis il y a des moments très difficiles, très douloureux. Donc il faut accepter aussi bien les uns que les autres. Il faut faire trésor de l'expérience d'un moment douloureux et difficile. Et puis avec capacité de résilience, se relever et continuer. Et donc cette petite fille, Paddy, eh bien, elle va vivre ça avec un adulte de référence, qui est donc un pompier. Cet ami va lui expliquer. Donc c'est le message de ce livre, c'est qu'il faut toujours dire la vérité aux enfants. Mais dire la vérité, ça ne veut pas dire leur assommer, les assommer avec une vérité violente, parce que la vérité, je dis toujours que c'est comme un processus de digestion. La vérité, elle peut vous rester en travers de la gorge, ou elle peut rester sur l'estomac, et puis après, vous n'arrivez pas à la faire partir, à la digérer. Donc, il faut que la vérité qu'un enfant, elle soit proportionnelle à son, bien sûr, à son niveau d'évolution personnelle. Il faut qu'elle soit accompagnée, mais il faut que l'enfant comprenne ce qu'on lui dise. Il faut que l'enfant soit toujours partie prenante de cette aventure. Parce que je dis toujours que l'enfant, c'est comme, vous savez, c'est comme dans un... je prends toujours l'exemple de la meute des loups. Parce que la meute des loups, eh bien, ils sont tous à l'intérieur et ils participent des mêmes expériences. Donc, rejeter un enfant en lui disant c'est pas de ton âge, ou tu comprendras plus tard, ou tu vas aller chez ta grand-mère, ou tu vas aller chez ta tante, ou chez un petit copain, et tu verras que ça ira mieux, eh bien ça, c'est très grave, parce qu'en fin de compte, c'est comme une espèce de processus de bannissement. Vous vous rappelez, au Moyen Âge, parfois, ou dans certaines tribus, bien pire que la mort, c'était le bannissement. Vous étiez banni de la tribu, vous étiez banni de la société. Et quand vous êtes banni, ça veut dire que vous n'existez plus. Vous ne faites plus partie, vous n'avez plus de lien qui vous relie à votre origine. Et donc, d'ailleurs, et ça, c'est important. Il faut que l'enfant se sente qu'il est à l'intérieur de sa meute. Sa meute, c'est la famille. Et cette famille, donc, qui participe avec eux, on lui expliquait ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer à l'enterrement, et puis surtout ne jamais leur raconter des histoires comme nous avons nous-mêmes entendues. Il est parti au ciel, il est allé jouer au boule avec les anges. Voilà. Et ça, c'est à l'origine de conflits et de problèmes que peuvent avoir des enfants à la suite de ce genre de phrases inutiles, banales et stupides qui peuvent créer des syndromes d'abandon parce que l'enfant dit mais pourquoi il est allé jouer aux boules avec les anges et moi pas? Pourquoi le grand-père est parti en voyage et moi il m'a abandonné ici? Je peux vous citer le cas d'un jeune patient du docteur Michel Hanu, qui est le fondateur de la fondation Vivre son deuil, qui malheureusement est mort il y a quelques années déjà. Et lui, il racontait le cas d'un jeune patient qu'on lui avait amené chez lui en thérapie. C'était un médecin psychiatre et un thanatologue, donc un grand personnage dans ce domaine. Et cet enfant avait une crise permanente d'insomnie. C'est-à-dire, il ne pouvait plus dormir et ses parents expliquent au médecin en lui disant, chaque fois qu'il est assis ou qu'il est dans son lit, il veut d'abord se relever. Quand il est assis dans un fauteuil, il s'endort et puis hop, il se reprend. Cet enfant luttait constamment. Et donc, le médecin, avec toutes des techniques, etc., arrive à la conclusion, il lui fait dire, et l'enfant dit, je ne veux pas faire comme ma grand-mère. Et elle lui dit, qu'est-ce qu'elle a fait, ta grand-mère? Eh bien, on m'a dit qu'elle s'était endormie pour toujours. Et cette phrase, chez ce petit garçon,
avait créé un tel traumatisme qu'il ne voulait surtout pas dormir pour ne pas s'endormir pour toujours. Voilà, c'est peut-être un cas extrême, mais ce sont des situations qui peuvent arriver parce qu'un enfant prend tout ce qu'on lui dit comme vérité. Voilà. Donc il faut faire attention à ces phrases et il faut dire la vérité à juste dose à l'enfant pour qu'en plus il ne perde jamais confiance en l'adulte. Donc ça peut être un très, très joli livre à offrir ou à s'offrir. J'aimerais que vous me parliez un tout petit peu, je suis curieuse, d'un alien nommé le Docteur Crabbe. Oui, c'est un livre qui a un petit livre qui a un peu d'années que j'avais écrit après la mort de mon mari. Mon mari est décédé, je dis toujours, un peu du cancer et un peu de la thérapie, hein, un peu de la maladie et un peu de la chimio, etc. Bien sûr, ça remonte à quand même pas mal d'années. Et j'avais essayé toute une thérapie complémentaire avec lesquelles, bien sûr, son oncologue n'était pas d'accord. Donc avec toutes les vitamines, etc., etc. Bon, de toute façon, on n'a pas réussi, mais c'est un petit livre. Pourquoi il s'appelle Dr Crabbe? Parce que, bon, bien sûr, le crabe, c'était le symbole du cancer. Et que quand on se parlait au téléphone et qu'on n'était pas à côté l'un de l'autre, et je lui posais les questions, comment ça va, comment ça s'est passé la nuit dernière, quand on n'était pas dans la même ville. Et s'il y avait du monde autour de lui, il me répondait, oh, monsieur, le docteur Crabbe m'a téléphoné à 3 heures du matin, il m'a tenu réveillé pendant 2 heures. Bon, je savais que ça voulait dire qu'il avait eu des crises de douleur, voilà. Donc c'est pour ça que je l'avais appelé un alien nommé Dr Crabbe. Voilà. Vous avez écrit un livre aussi sur dormir, je pense que c'est un mode d'emploi pour dormir. Oui, oui. Parce que j'ai vu bien sûr que beaucoup de personnes, c'était une maladie à la mode, hein. Aussi bien les problèmes d'endormissement, ou bien l'insomnie, ou bien des sommeils agités et non réparateurs. Et donc voilà, j'ai écrit un livre qui est une méthode complète sur comment est-ce que l'on peut arriver à prendre conscience des erreurs que l'on fait dans la journée, aussi bien au niveau physique, au niveau de l'alimentation qu'au niveau psychique pour ensuite trouver des solutions pour arriver à dormir mieux. On revient sur le second souffle, donc votre journal pour réapprendre à vivre avec le deuil. 52e semaine, j'accepte, je suis libre et je veux vivre. Je crois que c'est surtout l'acceptation qu'il faut. Oui. Oui, c'est arriver, c'est le fameux processus, théoriquement, c'est le point d'arrivée, la ligne d'arrivée. Ça veut dire qu'on n'oubliera jamais. C'est une espèce de intégration. C'est l'intégration en soi-même de cette expérience. On n'oubliera jamais la personne, mais qui peut être un homme, une femme, un enfant ou un animal, parce qu'on n'a pas parlé du deuil animal, mais vous avez des animaux, j'en ai moi aussi, et nous savons très bien qu'est-ce que ça veut dire le deuil animal. Donc j'ai toujours voulu, aussi bien dans ce livre que dans le chapitre, que dans le précédent, donc dans Calmer sa peine, il y a un chapitre entier sur le deuil animal, animalier, animal, comme on veut l'appeler. Et qui est important parce qu'il est du point de vue de nous par rapport à l'animal, c'est-à-dire notre souffrance à nous quand nous perdons un animal que je refuse, je ne l'appelle plus animal domestique, mais un animal d'affection. C'est pas un animal domestique, c'est un animal d'affection. Il fait partie de notre famille, il partage tout ce que nous vivons, nos espoirs, nos difficultés, il fait partie de la meute. Voilà, lui aussi. Et donc, c'est d'une part le rapport à l'animal que nous perdons, donc notre souffrance, mais aussi l'autre point de vue, le point de vue de l'animal qui perd son humain ou son humaine, qui perd son compagnon animal aussi. Et moi, j'ai vu des dépressions d'un chien, par exemple, d'une chienne, parce qu'elle avait perdu sa sœur. C'était deux bergers allemands, et l'une d'elles est morte d'un cancer, et l'autre se laissait mourir. Donc, les animaux, et on sait très bien ce que c'est aujourd'hui que le deuil animal, chez les baleines, chez les éléphants, chez les orques, chez les chimpanzés, etc., etc. Tous les animaux, tous, je veux peut-être m'avancer trop, mais la majorité des animaux ont ce rapport affectif, émotionnel à l'autre et à la perte, au sens de perte. Quand certains vous disent, oh, mais les animaux, de toute façon, on ne sait pas ce que c'est que la mort, c'est faux. Comme il y a des animaux qui se cachent pour mourir,
Euh, Pas les oiseaux vont mourir au Pérou, ça fait penser au fameux livre, mais les animaux ont une conscience de leur fin de vie et ils le vivent beaucoup plus sereinement que nous. Mais la souffrance de l'animal, prenez par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé au moment du Covid. Là aussi, le deuil après le Covid, voilà un autre chapitre important. Le deuil des animaux, quand vous avez des animaux qui vivaient avec une personne âgée, la personne âgée a été emportée et puis elle a disparu tout d'un coup, et puis le chien ou le chat qui était là, personne ne savait quoi en faire, et ces animaux ont fini dans des refuges avec un sens d'abandon terrifiant. Quelques-uns ont pu être adoptés dans la même famille, mais pas tout le monde. Donc, j'ai voulu aussi me mettre du côté du point de vue de la souffrance qui est éprouvée par l'animal d'affection, que ce soit un chien, un chat, un cheval ou autre, ou quel que soit un oiseau. C'est important. Je crois on est très ignorant et plein d'orgueil et de superbe, bien non? Par rapport au monde animal, on se croit au-dessus de la pyramide, de l'échelle, et on considère le reste comme moins important. Et je crois que c'est très important de le souligner. Je vous remercie, Amanda Castello. Le second souffle aux éditions Guy Daniel. Est-ce que vous avez des choses à ajouter à cet entretien? Vous savez, il y aura encore 2 heures d'entretien pour ajouter d'autres choses parce qu'il y a toujours énormément de choses, de questions. Je crois voilà, on a même parlé du deuil animal. Je crois que ce qui est important, c'est toujours d'arriver à voilà, être lucide, très lucide, et de se pardonner à soi-même, hein. La question du pardon est importante aussi. Et je crois que il faut accepter justement notre fragilité. Et puis à un moment, voilà, se pardonner et accepter qu'on est là et qu'on doit continuer à vivre en faisant trésor de ce que l'on a appris, parce que ça ouvre des horizons et ça nous fait apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y aura un autre livre? Vers où oui, oui. Oui, oui, il y a toujours un livre en préparation. Alors, il y a un livre qui est une fiction pour laquelle je suis en train de chercher un éditeur parce que c'est pas facile. C'est toujours pareil. Je me suis rendu compte quand je parlais avec des grands adolescents et des jeunes adultes et que je leur parlais de la fin de la vie, etc., et qu'est-ce qu'ils en pensaient. Et ils me disaient qu'ils étaient très intéressés, mais que, comme la vieille dame de l'autre jour, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils n'avaient pas envie de s'embarquer dans des études, dans des essais sur la fin de la vie, la mort, etc. Et alors je me suis dit, voilà, c'est encore le problème, c'est qu'il faut trouver une méthode qui soit différente. Donc, j'ai inventé une histoire en prenant justement ma petite Paddy qui a grandi aujourd'hui. Donc, mon premier personnage, c'est cette jeune fille qui aujourd'hui est en train de passer son bac. Et elle est avec deux autres amis. Et donc, ils sont un groupe d'une classe qui part en montagne une semaine de neige. Et puis, ils ont un accident. Et ils vont se retrouver de l'autre côté du voile. Il va y avoir des êtres de lumière qui vont venir les chercher. Elle va pas très bien comprendre pourquoi est-ce que quand elle veut mettre la main sur un sauveteur qui est arrivé pour essayer de les sauver, sa main passe à travers. Enfin voilà, tout ce que nous savons déjà pour avoir lu des quantités de livres sur ces sujets et ou d'avoir entendu des expérienceurs ou des témoins là-dessus. Et puis ils vont se retrouver ensemble et ils vont donc voilà. Donc ça un roman. Il est fini et là, je suis en la phase de recherche d'un éditeur qui soit intéressé par ce sujet. Ça pourrait être une belle chose. Donc, ils se retrouvent de l'autre côté, ils reviennent pas pour en parler. Si, ils reviendront. Il faut que ça finisse bien, bien Ouais. sûr. Quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils vont commencer à vivre des expériences absolument incroyables. Chacun a un ange gardien, et alors il y en a un d'eux qui est le fameux sceptique, le jeune, un peu, voilà, un peu m'as-tu vu, qui croyait pas aux anges, qui se plaisantait toujours avec la jeune Paddy en lui disant qu'elle était une illuminée. Et puis il va se découvrir, il a un ange gardien, chacun d'eux a son ange gardien qui vont les guider et leur laisser découvrir ce qu'ils veulent découvrir. Et puis de là où ils se trouvent, ce qui est intéressant, c'est que de là où ils se trouvent, il y a une salle, si vous voulez, ça peut un peu faire un genre film de science-fiction, où ils peuvent voir ce qui se passe en bas. Et ils peuvent se voir eux-mêmes. Ils voient leur corps qui est soutenu par des quantités de machines, de tubes, etc. Donc ils sont toujours en vie, mais ils sont dans un état, bien sûr, de coma artificiel, maintenu comme ça. Ils sont donc tous les trois et ils voient aussi leurs trois familles, leurs propres familles. Et bien sûr, c'est des familles différentes.
Et donc, il y a une réflexion sur la famille, une réflexion sur le rapport de couple, etc. Et puis, ils vont en comprendre beaucoup de choses et ils vont après se poser la grande question, que faire? Parce que quand s'ils décident de revenir, là, ils sont tous en pleine forme, ils n'ont aucune douleur, ils vont très bien. Un de ceux-là souffert de polio, il court, il gambade, il n'a aucun problème. Mais ils savent très bien que s'ils décident de revenir, ils vont revenir dans leur corps actuel, dans un corps de douleur. Mais voilà, ils vont prendre la décision de revenir et ils ont des grands projets, ils vont rester ensemble, ils ont compris beaucoup de choses, ils vont œuvrer pour l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est le prochain. Et c'est un peu en forme de BD ou pas? Est-ce qu'il y a des Non, illustrations non. aussi? C'est un... Il y aura des illustrations, quelques illustrations, mais non, c'est pas une BD. Ça pourrait le devenir un jour, mais pour le moment, non. C'est un livre avec des dialogues, voilà, il y a une petite love story qui va naître aussi à un moment, voilà, pour que ce soit aussi agréable. Vous avez le titre du dernier livre là qui va sortir? Écoutez, pour le moment, c'est un titre provisoire, il s'appelle Le voyage de Paddy au-delà de la vie. Merci beaucoup, Andrea Castello. Merci. Merci à vous, ça m'a fait très plaisir, Joël. Et je vous dis au revoir.